Je considère que le palais de la nation n'est pas un lieu de stage où on va là-bas pour apprendre à travailler. Les gens qui n'ont jamais travaillé, ils dorment, ils se réveillent à 11 heures, ils ne savent pas qu'il faut se réveiller à une certaine heure pour être au travail. Et on ne peut pas prendre ce risque-là au niveau de la gestion du pays. Je constate qu'au sein de l'opposition, la plupart de ceux qui se réclament de l'opposition sont des gens qui étaient avec M. Kabila hier, qui ont travaillé avec lui, qui se sont enrichis avec lui et qui ont géré ce pays ensemble. Je pense que le peuple congolais doit sanctionner tout le monde. Je constate qu'au sein de l'opposition, la plupart de ceux qui se réclament de l'opposition sont des gens qui étaient avec M. Kabila hier, qui ont travaillé avec lui, qui se sont enrichis avec lui et qui ont géré ce pays ensemble. Je pense que le peuple congolais doit sanctionner tout le monde, et ceux de la majorité et ceux de l'opposition qui sont venus de la majorité et qui continuent à avoir le même système de gouvernance, la même façon de réfléchir et qui manquent de vision de développement pour notre pays. Je suis d'accord qu'il faut trouver un candidat commun de l'opposition, mais cette sélection doit être faite d'après des critères bien clairs, bien précis et répondant à une vision de développement bien précise. Quels sont les critères que moi je vois qu'on doit utiliser pour déterminer le candidat commun de l'opposition? Pas du fanatisme, pas être fils et fille à papa, pas être quelqu'un originaire de tel coin. Les critères objectifs que moi je vois sont les suivants. 1, le niveau d'études. Il faut que le candidat commun soit à mesure d'analyser les enjeux, les défis de développement et de se mettre au diapason avec les autres leaders du monde. Le niveau d'études que je vois, moi, comme étant nécessaire pour cela, c'est le diplôme d'État plus 5 années, c'est-à-dire la licence à la congolaise ou l'équivalent à travers le monde. Deuxième critère, il faut que le candidat commun justifie d'un niveau d'expérience suffisamment acceptable. Et je vois cela comme étant au minimum 15 années d'expérience professionnelle dans une institution privée ou publique, nationale ou internationale. Parce que pourquoi? Je considère que le palais de la nation n'est pas un lieu de stage où on va là-bas pour apprendre à travailler. Les gens qui n'ont jamais travaillé, ils dorment, ils se réveillent à 11 heures, ils ne savent pas qu'il faut se réveiller à une certaine heure pour être au travail. Et on ne peut pas prendre ce risque-là au niveau de la gestion du pays. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous, focus sur des questions pertinentes d'actualité. Vous nous suivez sur Congo Web Télévision, également sur visionplustv.com. Eh bien, parce que chaque semaine, nous revenons sur des questions pertinentes d'actualité, les train-train quotidiens des Congolais, des Kinshasa et ailleurs. Aujourd'hui, parce que l'actualité bascule, parce qu'on doit en parler, aujourd'hui, nous allons également tailler bavette et parler, expliciter sur des questions d'actualité avec M. Noël Tiani. Il est candidat président de la République. Je m'en vais d'abord dire bonjour, M. Noël Tiani. Bonjour. La première question est de savoir, Lélo, et d'abord, ça sera en bilingue, hein, notre interview. La première question est de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé de postuler en tant que candidat président de la République? Oui, effectivement, je m'appelle Dr Noël Tiani, moi Janvita. Je suis candidat numéro 15 à la présidence de la République démocratique du Congo. Je suis parti de notre pays, envoyé par le gouvernement du Zaïre à l'époque pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine. Après avoir terminé les études et après avoir fait même des études postdoctorales à Harvard University aux États-Unis, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York, mais aussi à la Banque mondiale pendant 28 ans comme banquier de développement. Je me suis occupé du développement de plusieurs pays sur les 5 continents. J'ai travaillé sur près de 85 pays différents. Dans mon expérience professionnelle, j'ai aidé beaucoup de pays à se développer. Certains pays sur lesquels j'ai travaillé sont passés du groupe des pays très pauvres pour devenir pays émergents. Et j'ai vu l'amélioration du niveau de vie des populations de ces pays-là. Mais chaque fois que je viens en RDC, je constate que mon pays fait la stagnation ou bien régresse parce que la population congolaise est devenue aujourd'hui l'une des plus pauvres du monde et la RDC est devenue l'un des pays les moins développés de la planète, malgré l'abondance des ressources naturelles que nous avons. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour mobiliser tout le peuple congolais afin que nous puissions développer la RDC
utiliser les ressources naturelles, développer la RDC au profit de tous les Congolais pour que les Congolais puissent jouir de l'abondance des ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner. Alors, aujourd'hui, il faut dire que vous avez beaucoup passé le temps à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez au moins le problème de Quinois, des Congolais, de Kassaïens, de, je ne sais pas moi, de quel coin de la République démocratique du Congo? Vous savez que je n'étais pas né à l'étranger. J'étais né en Ngandangik dans le Grand Kasaï, où j'ai vécu jusqu'à la fin de l'école secondaire. J'ai obtenu mon diplôme d'État au Congo, comme tous les autres enfants congolais. Et malgré les années que j'ai passées à l'étranger, j'ai fait plusieurs voyages au Congo. Chaque année, je revenais ici 3-4 fois par année. Mais au-delà de ça, je veux que le peuple congolais puisse comprendre une chose, que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte de l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. En plus de la thèse de doctorat qui a porté sur la RDC, j'ai publié 5 livres, dont la vision de développement, le plan Marshall sur la RDC, mais 5 livres. Tous ces livres-là portent sur la République démocratique du Congo. Si j'étais un blanc, on m'aurait appelé expert en RDC, quelqu'un qui connaît tout de la RDC. Je vous donne l'exemple de Colette Brackman, qui a publié un livre sur la RDC. Elle est connue comme étant experte sur la RDC. Et moi qui suis congolais, qui ai publié une thèse de doctorat sur la RDC, 5 livres sur la RDC, qui ai fait le tour de tout le pays, qui mange le foufou congolais, qui dialogue avec le peuple congolais tous les jours, je connais la RDC mieux que quiconque. Alors, comme vous affirmez que vous connaissez la RDC, aujourd'hui, s'il faudra au moins prendre une minute, dire le plus grand problème des Congolais en général aujourd'hui. Quel est le plus grand problème des Congolais aujourd'hui? J'ai fait le diagnostic du Congo. J'ai même écrit un livre intitulé « Au grand mot, les grands remèdes », c'est-à-dire quels sont les problèmes de la RDC, quelles sont les solutions qu'on peut trouver à ces problèmes-là. Les plus grands problèmes de la RDC sont multiples. Parce que nous sommes un pays sous-développé, nous avons tout plein de problèmes, à commencer par l'insécurité généralisée. Vous savez que les Congolais ne peuvent pas se consacrer aux efforts de développement du pays tant qu'ils vivent dans l'insécurité. On a connu l'insécurité dans l'espace Grand Kasaï, où on a 90 fosses communes dans lesquelles on a enterré nuitamment nos compatriotes. On a connu l'insécurité à Maluku, on a découvert donc la fosse commune donc, de Maluku, on a découvert les charniers humains à l'est de la République. Nos compatriotes sont tués tous les jours à Beni, Butembo, un peu partout. Donc l'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national constitue le plus grand problème auquel les Congolais sont confrontés aujourd'hui. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres problèmes sociaux. Manque d'infrastructures de base, on n'a pas de route. Pour relier tout l'intérieur du Congo, il est impossible à un Congolais d'aller d'une province donc à une autre parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de chemin de fer. Nous avons les problèmes d'accès aux services publics de base, tels que l'électricité, l'eau et les services de télécommunications. Aujourd'hui, moins de 10% de la population a accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Nous avons le problème du chômage de masse. 85% de la population active de la RDC vit au chômage. C'est un grand problème, c'est un grand défi de développement. Bref, le Congo aujourd'hui a tous les problèmes du monde dans tous les secteurs et nous devons avoir pour cela une vision de développement pour régler ces problèmes de façon méthodique et c'est pour cela que je propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui a une vision de développement pour régler tous ces problèmes sur une période de temps de 15 ans et sortir le Congo du groupe des pays pauvres sous-développés pour qu'on devienne pays émergent pendant cette période. Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment une politique indépendante, très active. Vous vous alignez en tant que candidat de l'opposition ou de la majorité. Aujourd'hui, il y a deux tendances quand même. Très bien. Je constate d'abord que la plupart des gens dans ce pays-ci sont passés d'un camp à l'autre. Et on ne sait plus qui fait partie de l'opposition, qui fait partie de la majorité. Mais personnellement, j'ai été toujours constant. Je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. J'ai toujours exprimé mon désaccord sur la façon dont le pays est géré. Et c'est pour cela que j'ai refusé la nomination à certains postes importants dans ce pays. Et
Étant constant dans ma vie, je suis de l'opposition parce que je ne fais pas partie de la majorité. Mais je constate qu'au sein de l'opposition, la plupart de ceux qui se réclament de l'opposition sont des gens qui étaient avec M. Kabila hier, qui ont travaillé avec lui, qui se sont enrichis avec lui et qui ont géré ce pays ensemble. Je pense que le peuple congolais doit sanctionner tout le monde, et ceux de la majorité et ceux de l'opposition qui sont venus de la majorité et qui continuent à avoir le même système de gouvernance, la même façon de réfléchir et qui manquent de vision de développement pour notre pays. Aujourd'hui, on parle quand vous dites vous êtes de l'opposition, aujourd'hui on parle de la candidature commune de l'opposition, un travail en commun avec tous les opposants. Est-ce que vous participez quand même dans vous partagez plutôt la même vision avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui on doit sortir un candidat commun de l'opposition? Je suis d'accord qu'il faut trouver un candidat commun de l'opposition, mais cette sélection doit être faite d'après des critères bien clairs, bien précis et répondant à une vision de développement bien précise. Quels sont les critères que moi je vois qu'on doit utiliser pour déterminer le candidat commun de l'opposition? Pas du fanatisme, pas être fils et fille à papa, pas être quelqu'un originaire de tel coin. Les critères objectifs que moi je vois sont les suivants. 1, le niveau d'études. Il faut que le candidat commun soit à mesure d'analyser les enjeux, les défis de développement et de se mettre au diapason avec les autres leaders du monde. Le niveau d'études que je vois, moi, comme étant nécessaire pour cela, c'est le diplôme d'État plus 5 années, c'est-à-dire la licence à la congolaise ou l'équivalent à travers le monde. Deuxième critère, il faut que le candidat commun justifie d'un niveau d'expérience suffisamment acceptable. Et je vois cela comme étant au minimum 15 années d'expérience professionnelle dans une institution privée ou publique, nationale ou internationale. Parce que pourquoi? Je considère que le palais de la nation n'est pas un lieu de stage où on va là-bas pour apprendre à travailler. Les gens qui n'ont jamais travaillé, ils dorment, ils se réveillent à 11 heures, ils ne savent pas qu'il faut se réveiller à une certaine heure pour être au travail. Et on ne peut pas prendre ce risque-là au niveau de la gestion du pays. Troisième critère, pardon. Troisième critère, il est important que le candidat commun puisse avoir une vision de développement, un projet de société cohérent, chronométré, chiffré, capable d'être mis en œuvre pendant une période de temps bien précise pour répondre aux défis de développement du pays. Ça me fait rire lorsque j'entends des gens dire que nous allons nous réunir et puis on va élaborer un projet de développement, un projet de société, un mois avant les élections. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas élaborer un projet à la hâte et espérer répondre aux défis de développement d'un pays de cette façon-là. Mon projet de développement, ma vision de développement est contenue dans un livre qu'on appelle « La force du changement ». Comment bâtir un pays plus beau qu'avant. J'ai rédigé ce livre-là depuis 2002. Je le maîtrise par cœur. Je connais les enjeux, j'ai analysé les enjeux et je propose des solutions qui sont durables parce que c'est quelque chose que j'ai préparé minutieusement. On ne peut pas improviser à la veille des élections un mois avant et puis aller se mettre dans un coin et dire qu'on a rédigé un projet de développement qui va répondre aux défis. Vous allez copier des choses, plagier des choses que d'autres personnes ont écrites, mais en réalité, vous n'allez pas les maîtriser et vous ne saurez pas comment il faut articuler, comment il faut défendre ce projet de développement. Moi, je connais le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC par cœur. Je l'ai écrit moi-même de ma propre main avec la participation, bien sûr, la collaboration de beaucoup de compatriotes. Donc, c'est un projet de développement cohérent, capable de répondre aux défis de développement du pays. Et si nous avons un pays sérieux, il faut que tous les autres candidats reconnaissent que voilà une vision de développement déjà préparée, déjà prête, et qu'on s'incline devant cette vision de développement. Aller nous sortir donc des choses préparées à la hâte, c'est une distraction à mon avis, et ce n'est pas comprendre comment le développement d'un pays peut être organisé. Au-delà de la vision de développement, nous avons un problème de gouvernance dans ce pays. Le candidat commun doit pouvoir incarner la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la RDC. Je ne crois pas personnellement qu'on peut hier avoir été dans la mauvaise gouvernance et soudainement tourner Kazakh pour dire qu'aujourd'hui vous êtes passé dans l'opposition et que vous êtes devenu un champion de la bonne gouvernance. Messieurs, soyons sérieux. Ceux qui ont été avec M. Kabila doivent assumer la responsabilité avec M. Kabila, doivent justifier leur bilan au peuple congolais parce que le peuple congolais aujourd'hui a été clochardisé par les politiques, par la gestion du pays, par ces gens qui sont dans la majorité, mais également ceux qui sont venus dans l'opposition pendant les quelques 3, 4, 5, 6, 10 dernières années.
Au-delà de ça, il faut que le candidat de l'opposition incarne ce que j'appelle le changement positif. Changement positif, ça veut dire changer radicalement la façon dont le pays est gouverné et géré pour amener un nouveau modèle différent, n'avoir jamais été impliqué dans les fléaux et les maux qui ont endeuillé notre République ou bien qui ont cloué la RDC au sol. Quels sont ces fléaux-là? La corruption endémique, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, les rébellions meurtrières, les massacres des innocents. Tous ces fléaux-là, il faut n'avoir jamais été associé à ça pour représenter valablement l'opposition et incarner le changement. Et moi, je peux vous dire, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais été impliqué dans la prédation des ressources naturelles du pays. Je n'ai jamais détourné un seul fonds public de l'État, à part la bourse d'études qui m'a été donnée de façon transparente et que j'ai utilisée à bon escient parce que j'ai obtenu tous les diplômes du monde pour lesquels le gouvernement m'avait envoyé à l'étranger. Je n'ai jamais pris un seul centime de la République sans en avoir donc la permission. Donc, avec tout ça, n'avoir jamais commis des crimes, n'avoir jamais commis des crimes contre l'humanité, n'avoir jamais tué qui que ce soit, je pense que je suis bien qualifié pour incarner la rupture par rapport au passé et surtout pour incarner le changement et apporter un nouveau type de leadership dont la RDC a besoin. Vous pensez être éligible en tant que candidat commun de l'opposition? Mais bien sûr que oui. J'ai rempli tous les critères, mieux que quiconque d'ailleurs. Et je remplis tous les critères. Si on ne peut pas trouver un compromis avant les élections, on ira donc en ordre dispersé. Mais moi, je vous dis que je remplis tous les critères pour être candidat de l'opposition, candidat commun, et représenter valablement ce pays, non pas simplement au niveau de l'opposition, mais représenter le pays au niveau national et au niveau international. Et que je voudrais être ce leader-là dans lequel les Congolais se retrouvent et qui pourra rendre tous les Congolais fiers. Alors, en dehors de vous, vous prétendez être les candidats éligibles, mais en dehors de vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un candidat éligible dans l'opposition pour être candidat, désigné candidat commun de l'opposition? Il y a plusieurs candidats de l'opposition et chacun de nous doit mettre sur la table son curriculum vitae et sa biographie et défendre cela devant les autres. Moi, je ne connais pas le curriculum vitae de chacun des candidats ou leur biographie, ou je ne connais pas très bien ce qu'ils ont fait, ils ont réalisé dans leur vie pour être à mesure de juger et de dire que tel candidat va répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je connais très bien la personne de Noël Tchani Mwadjanvita, docteur en sciences économiques, qui a étudié dans les meilleures universités de la planète, 38 années d'expérience professionnelle dans les banques commerciales, banques d'investissement et banques de développement à New York et Washington, expérience d'avoir travaillé sur 85 pays différents à travers le monde, quelqu'un qui a l'expérience d'avoir conçu des visions de développement et les avoir mises en œuvre pour répondre aux défis de développement d'autres pays, mais défis de développement qui sont similaires aux défis de développement de la RDC, quelqu'un qui a une vision de développement appelée le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction du développement de la RDC, qui a l'ambition de sortir la RDC de la médiocrité, du sous-développement, de la pauvreté pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais. Je suis quelqu'un qui incarne la rupture parce que je n'ai jamais travaillé dans la mauvaise gouvernance qui a caractérisé notre pays. J'ai travaillé dans des institutions très respectables au niveau international et qui sont connues comme étant le symbole même de la bonne gouvernance. Et enfin, j'incarne le changement. Pourquoi? Parce que n'ayant jamais travaillé dans la mauvaise gouvernance, n'ayant travaillé dans des systèmes plus respectables, j'apporte ce changement-là pour que les Congolais puissent retrouver leur compte. Donc, en prenant tous ces critères-là, je peux vous dire que Noël Tchani est bien qualifié pour être le candidat commun de l'opposition et j'invite tous les autres à venir autour de la table de façon tout à fait préparée et défendre chacun de nous sa vision, son projet, son cursus, ses études pour que nous puissions alors ensemble déterminer qui parmi nous est la meilleure personne qualifiée pour représenter l'opposition et devenir le prochain président de la République. Alors, vous avez parlé de 28 ans d'années, 38 ans d'années de travail et également apprécié par plusieurs également. Vous êtes parmi des Congolais brillants de la diaspora, il faut le dire et reconnaître. Mais dans vos 38 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour la République démocratique du Congo? Très bien, une bonne question. Je vais vous dire que je vous ai mentionné tout à l'heure que j'ai rédigé une thèse de doctorat sur la République démocratique du Congo.
la thèse de doctorat a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte de l'impact sur la politique monétaire avec une application pratique à la République démocratique du Congo. Ma thèse de doctorat, je l'avais remise à main propre, je dis bien, au président Laurent Désiré Kabila dans la salle de conseil de sécurité à New York, lorsqu'il était venu là-bas, et je l'ai remise devant qui? Devant notre ambassadeur aux Nations Unies à l'époque, André Kapanga, qui est à Kinshasa, et vous pouvez lui parler donc à ce sujet. Cette thèse de doctorat, le président m'avait appelé ici, et je suis venu pour lui expliquer à toute l'équipe qu'il avait ce qu'on pouvait en faire. La thèse a servi de base pour la rédaction des statuts de la Banque centrale du Congo tels que nous l'avons aujourd'hui. À l'époque, la Banque centrale était gérée d'après, je crois, un décret-loi, et il n'y avait pas de statut réel. Et on a utilisé cette thèse pour rédiger les statuts actuels de la Banque centrale du Congo. C'est déjà une grande réalisation pour un pays. Deuxième chose, le président Kabila m'avait demandé d'aider à concevoir une nouvelle monnaie en remplacement du Zaïre monnaie. J'avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais. Et il y avait cette commission, dans cette commission, il y avait même le vice-gouverneur de la Banque centrale à l'époque qui était M. Kikata. Et on avait travaillé ensemble avec les professeurs Lukusa, avec d'autres personnes, pour concevoir le franc congolais. Après avoir conçu le franc congolais, je suis allé, parce que personne ne voulait confronter le président de la République, ils avaient peur de lui. On m'a demandé à moi d'aller le rencontrer. J'ai rencontré le président et je lui avais expliqué qu'il ne fallait pas mettre surtout sa photo sur les billets des banques. Et je vais vous dire que tous ceux qui étaient dans la commission de réforme de la monnaie avaient choisi de présenter trois photos sur les billets des banques, donc trois options. Une option où le président regardait en avant, on disait dans la bonne direction, à gauche on disait c'était l'économie sociale du marché, à droite il y avait une autre explication pour ça. Je leur avais dit, vous savez quoi? L'expérience réelle du Congo n'est pas des banques centrales qui fonctionnent normalement. L'expérience donc bonne n'est pas de mettre des photos du président en poste sur les billets des banques. Et j'avais recommandé au président de ne pas surtout mettre sa photo sur les billets des banques pour marquer la rupture par rapport au passé, parce que Mobutu, en partant du pouvoir, il avait laissé le Zaïre avec ses photos partout, mais le Zaïre, une monnaie qui n'avait pas de valeur. Et l'argument que j'avais utilisé, je lui avais dit, vous savez, Mobutu est parti en laissant une monnaie qui n'avait pas de valeur avec sa photo partout. Maintenant, nous sommes pressés pour enlever ça. Si vous faites la même chose, les gens vont dire, mais vous êtes exactement comme Mobutu. Faites le contraire et les gens vont vous donner du crédit en disant, mais voilà, il n'est pas préoccupé pour mettre sa photo partout. Par contre, il veut l'intérêt du peuple congolais et c'est pour ça qu'il a accepté de ne pas mettre sa photo. C'est cet argument qui avait conquis le président de la République. C'est une grande réalisation. Vous savez pourquoi? Parce que la tradition a été instituée d'avoir une monnaie qui n'a pas la photo du président de la République et on ne va plus jamais retourner à cela. Quand je serai président de la République, je vais honorer aussi cela et je pense que ceux qui viendraient après moi vont pouvoir continuer dans cette tradition. Troisième exemple. J'avais aussi conseillé au président de la République de sortir du conseil d'administration de la Banque centrale qui était composé de 12 membres, de sortir tous les membres du gouvernement. Il y en avait 7. Maompanga, Pierre-Victor Mpoyo, Thomas Kanza, Badimani Moulumba et j'en passe. Ils étaient 7. C'était délicat de défendre cette thèse-là devant le président de la République, entouré de tous ces ministres qui étaient membres du conseil d'administration, parce que ces gens me regardaient, moi, comme quelqu'un qui veut leur enlever du beefsteak de leur bouche. On m'avait dit d'ailleurs ça. Pourquoi? Parce qu'en étant membre du conseil d'administration, ils se réunissaient régulièrement et ils touchaient ce qu'on appelle des jetons de présence. Chaque réunion qu'ils avaient à la Banque centrale leur apportait donc de l'argent dans la poche. Et moi, je dis non, on va supprimer ce conseil d'administration pour sortir tous les membres du gouvernement. C'était une guerre enclenchée en quelque sorte contre les membres du gouvernement. Je l'avais fait dans l'intérêt de mon peuple, dans l'intérêt du peuple congolais. Et ces deux choses-là sont des grandes réalisations pour un pays. Pourquoi? Parce que les gens semblent penser que pour être un bon compatriote, pour être quelqu'un qui s'est battu pour le Congo, il faut simplement aller sur le boulevard Triomphal, participer aux manifestations et crier à longueur de journée. Mais ces choses-là, la plupart du temps, on ne voit pas l'impact. L'impact que moi j'ai eu, voilà, vous pouvez aller à la Banque centrale et vous allez voir que
La monnaie que nous avons n'a pas la photo du président. Même si la monnaie a été mal gérée par la suite, ça c'était notre problème. On a mis à la Banque centrale des gens qui n'étaient pas à la hauteur. On a mis au niveau de la gestion de l'économie nationale des gens qui n'étaient pas à la hauteur pour nous donner une économie vibrante qui puisse garantir la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie. On a tribalisé la Banque centrale depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. La Banque centrale est toujours dirigée par des gouverneurs originaires de la province du Katanga. Et je considère que quand on est Congolais, on doit faire mieux que ça. J'ai dénoncé la tribalisation de la banque, j'ai continué à la dénoncer. Lorsque je serai président de la République, je vais vous dire une chose. Moi, étant originaire du Grand Kasaï, je ne mettrai pas à la Banque centrale quelqu'un originaire de ma province. Je vais chercher d'autres personnes qui répondent aux critères pour qu'il y ait un certain équilibre et pour qu'il y ait cette distance suffisante entre le président de la République et le gouverneur de la Banque centrale ou le conseil d'administration pour qu'on ne puisse pas gérer la banque comme étant sa propre poche. Voilà en quelque sorte donc des idées que j'ai et ce que j'ai déjà fait pour notre pays. Alors, vous venez vraiment d'étaler tout ce que vous aviez fait, mais une question m'est venue en tête pendant que vous étiez en train de parler. Vous avez dit que vous n'avez jamais participé directement dans le gouvernance ou à la gestion ou collaboration avec le président, la nouvelle ou les régimes en place. Mais vous venez de dire des choses où ça a attiré vraiment mon attention. Vous avez parlé avec le président, vous avez collaboré, vous avez conseillé. Mais ce n'est pas une façon aussi de collaborer avec les dirigeants? Ce n'est pas une façon aussi de collaborer, participer au bilan 20 ans aujourd'hui de la gestion de ces régimes en place? Pas du tout. Je vais vous expliquer que quand je suis venu ici, je n'avais pas un poste au niveau de la RDC. Je n'ai jamais occupé un poste dans ce pays pour dire il est ministre, il est vice-ministre, il est premier ministre, il est gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai jamais occupé de ce poste. Je suis venu ici comme étant un expert envoyé par la Banque mondiale, payé par la Banque mondiale. La RDC ne m'a jamais payé un centime pendant tout le travail que j'ai fait pour donner ce conseil-là. C'est très différent. Même pas des jetons de présence. Jamais. On ne m'a jamais. Donc, je veux dire qu'en étant expert de la Banque mondiale, j'étais indépendant. Et j'ai joui de cette indépendance-là. Je l'ai utilisée à bon escient en me mettant devant un président de la République. Je sais qu'il ne pouvait rien me faire, qu'il ne pouvait pas me révoquer parce que je n'avais pas un poste, je ne travaillais pas pour lui. Mais j'étais venu en tant qu'expert envoyé par la Banque mondiale. J'ai aidé le gouvernement et je suis retourné. Donc, quand il a fallu donc désigner les gouverneurs de la Banque centrale, on ne s'est pas entendu, notamment sur la mise en application de la notion de l'indépendance. Et j'avais dit au président de la République, j'ai même écrit un livre par la suite là-dessus, j'avais dit au président de la République, un gouverneur de Banque centrale n'est jamais indépendant, n'est pas indépendant jusqu'à ce qu'il soit à mesure de dire non à celui qu'il avait désigné. Et si vous n'êtes pas à mesure de dire non, si vous êtes un béni oui-oui à qui on donne des ordres, on dit vous amenez ce matin le panier des devises étrangères se trouvant à la Banque centrale pour qu'on décide ensemble comment il faut l'utiliser. Vous n'êtes pas un gouverneur de Banque centrale, vous êtes un clerc, vous transportez l'argent pour le président de la République et ça ne peut pas marcher comme ça. Je l'avais prédit. Aujourd'hui, nous avons le franc congolais qui a perdu toute valeur. Et je voudrais que le peuple congolais comprenne une chose. Quand on a lancé le franc congolais, $1 en juin 1998, $1 équivalait à 1,3 francs congolais. En d'autres termes, si vous invertissez, prenez 1 divisé par 1,3, vous allez obtenir qu'un franc congolais achetait 72 cents $. Aujourd'hui, $1 équivaut à 1650 francs congolais. Invertissez aussi cela, prenez 1 divisé par 1650, vous allez obtenir 0,000. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la monnaie congolaise a perdu toute sa valeur. La valeur réelle de la monnaie, c'est zéro. Messieurs, mesdames, lorsque vous avez une monnaie qui ne vaut rien et qu'on vous dise qu'on a augmenté votre salaire, vous êtes un fonctionnaire de l'État par exemple, on a augmenté votre salaire de 2%, de 3%, de 1 000 francs ou de 10 000 francs ou de 5 000 francs. Prenez cette augmentation multipliée par 0,00, vous obtenez quoi? Vous obtenez 0. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Congolais a été décimé par la mauvaise gestion de la monnaie. C'est ça que je voudrais que le peuple congolais comprenne. Par conséquent, quand je suis président de la République, je vais faire en sorte que ce pays puisse avoir une monnaie stable qui protège le pouvoir d'achat des Congolais. Et d'ailleurs, j'ai mené une réflexion suffisante dans ce domaine-là et je vais vous montrer une chose. J'ai publié un livre qui s'intitule «
La bataille pour une monnaie nationale crédible. Et la bataille dont je parle là, c'est la bataille pour doter la RDC d'une monnaie stable, prospère, qui puisse donner à tout un chacun la protection du pouvoir d'achat. Regardez sur la couverture. Vous voyez ici, il y a le franc congolais. OK? À côté, il y a le dollar. Et là-bas, il y a l'euro. Mon idée, c'est la monnaie nationale crédible pour la RDC. C'est faire du franc congolais une monnaie aussi bonne que l'euro et le dollar. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir les dollars qui circulent dans la ville comme si on était une province américaine. Donc, voilà en quelque sorte donc, les idées que j'ai pour arriver à changer fondamentalement le destin de notre pays et donner au peuple congolais ce qui lui revient, qu'il puisse vivre dignement comme tous les peuples du monde. Eh bien, je rappelle aux téléspectateurs qui nous ont pris en cours sur le plateau, nous avons le candidat président de la République, Dr Noël Tiani. Eh bien, Dr Noël Tiani, aujourd'hui, j'aimerais faire juste river mon regard sur votre livre « La force du changement ». Page 114, vous parlez de comment améliorer le fonctionnement des services publics. Ici, j'ai besoin qu'on parle un peu de fonctionnaires. Dès que vous irez au pays, à la tête de ces pays, qu'est-ce que vous pensez de fonctionnaires? Les fonctionnaires de l'État, tout comme tous les autres travailleurs sur l'étendue du territoire national, sont en train de vivre un cauchemar parce qu'ils ne vivent pas du fruit de leur travail. Ils sont clochardisés, ils sont mal payés et quand ils sont payés d'ailleurs, les salaires n'arrivent même pas régulièrement, mais quand ils sont payés, ces salaires-là sont des salaires de misère. Je voudrais changer radicalement la façon dont les fonctionnaires congolais sont traités. Je voudrais introduire un système de méritocratie, c'est-à-dire que chaque personne qui travaille a droit à un salaire, mais ce salaire doit être un salaire décent pour lui permettre de vivre correctement, de supporter sa famille. Je vais introduire un système de salaire minimum garanti que j'ai établi pour le moment à 1 000 $ par mois, payable à tous les fonctionnaires de l'État, à tous les militaires, à tous les policiers, les enseignants, les services de la justice, à tout le monde qui travaille sur l'étendue, à tous les agents de sécurité, tout le monde qui travaille sur l'étendue du territoire national, dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé, devra être payé au moins 1 000 $ par mois. Ce salaire-là, j'ai déterminé basé sur ma propre expérience. Je vis en RDC actuellement et je connais que pour vivre dans un mois, vous avez besoin d'avoir le logement. C'est-à-dire, ça peut vous permettre d'acheter une maison, à crédit bien sûr. Ça peut vous permettre de louer une maison si vous voulez louer. Ça peut vous permettre d'acheter une régulièrement, d'envoyer les enfants à l'école, de les habiller correctement, de payer les soins médicaux et d'épargner un peu d'argent de côté pour les vieux jours. Alors, pour arriver, les gens me posent la question, mais est-ce que c'est faisable? Parce qu'on ne pense pas qu'au Congo, 1 000 $, c'est impossible. C'est énorme. Je vais vous dire une chose, que c'est faisable, et je vais vous expliquer comment. Aujourd'hui, le Congo a un budget de 5,9 milliards de $. Ridicule, absolument, dérisoire. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par rapport aux autres pays, rien que l'Angola à côté, qui n'a que 2 matières premières, le diamant et le pétrole, et une petite population par rapport à la nôtre. L'Angola a un budget de 106 milliards de $. L'Afrique du Sud, encore un pays plus petit que nous, avec moins de ressources naturelles que nous, l'Afrique du Sud a un budget de 125 milliards de $. Le Nigeria a une population plus grande que nous. Le pays, le territoire est plus petit que nous et ils n'ont que le pétrole, bien qu'en abondance. Ils ont un budget de 561 milliards de $. Il est inconcevable que par rapport à tous ces pays-là, nous, un grand pays avec 1100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de $. Avec 87 millions d'habitants, il est inconcevable qu'on puisse avoir un budget de 5,9 milliards de $. Pourquoi nous avons un budget aussi modique? C'est parce que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ça va dans des poches des privés. On nous vole notre argent. On nous vole cet argent pour aller le cacher à Panama, dans les paradis fiscaux à travers le monde. On nous vole cet argent à travers des combinaisons de contrats lyonnais avec des entreprises multinationales ou bien des individus qui sont des amis de tels. On connaît ces individus-là, on nous vole cet argent pour aller le cacher ailleurs. Ce que je vais faire, c'est mener une lutte acharnée contre la corruption
la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, la fraude fiscale, pour récupérer tout l'argent qui est volé aujourd'hui. Si vous faites le calcul, quand on avait un budget donc de 9 milliards de dollars ou pratiquement 10 milliards de dollars, et qu'on nous disait en 2013 que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans la caisse de l'État, c'est que ça veut dire c'est quoi? C'est que le budget de 9 ou 10 milliards de dollars à l'époque représentait en réalité 15% de ce qu'il devait être, parce qu'on nous dit que 85% ce n'entre pas dans le budget de l'État. Ce que nous devons faire, c'est mener une lutte acharnée contre la prédation des ressources naturelles, la corruption, la fraude fiscale, les détournements des fonds publics, récupérer cet argent, le mettre dans le budget, gonfler notre budget pour qu'il puisse passer de 5,9 milliards aujourd'hui, pour qu'on puisse atteindre le niveau de 70-75 milliards de dollars de budget par an. Et en ce moment-là, utiliser cet argent-là pour augmenter les salaires de tout le monde, payer les fonctionnaires de l'État, les militaires, améliorer les conditions sociales de tous les Congolais. Donc voilà la philosophie que je vais suivre pour arriver à transformer fondamentalement la RDC. La question peut-être que vous allez me poser après est celle-ci. Comment mener la lutte contre la corruption? Pour mener la lutte effectivement contre la corruption, le point de départ, c'est déjà de bien payer les gens qui travaillent, pour qu'ils ne soient pas tentés de pouvoir voler, pour qu'ils aient suffisamment pour vivre en paix avec leur famille. Et une fois que j'augmente le salaire à 1 000 $ par mois, ça c'est la carotte. Maintenant, il y aura la chicotte. C'est que si quelqu'un est attrapé avec la main dans la caisse de l'État, que vous ayez volé 50 $ ou 1 milliard de dollars, on va vous traiter de la même façon. On vous amène devant les cours et tribunaux, vous êtes jugé, vous êtes condamné, on vous envoie en prison pendant 10, 20 ans ou 25 ans, d'après, en fonction de la gravité du crime. Et en ce moment-là, quand vous sortez de là, après donc ce temps-là, passé en prison, vous ne pouvez plus travailler dans la fonction publique. Vous êtes banni, vous ne pouvez plus occuper un poste dans la fonction publique. 2, vous ne pourrez plus jamais postuler pour des mandats électifs. Vous ne pouvez pas être candidat à la présidence de la République, vous ne pouvez pas être candidat député national, député provincial et consort. 3, vous ne pourrez plus jamais soumissionner pour des marchés publics, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vendre vos services ou vos biens à l'État. Alors, une fois, et je pense même qu'il faudra vous interdire d'avoir la carte d'électeur. Et on vous aura dépouillé de tous vos droits en quelque sorte. Vous restez dans notre pays, mais vous serez en quelque sorte donc en dehors de ce que je considère donc de mainstream. Alors, une fois qu'on aura frappé une personne, en dehors donc de la population ordinaire de tous les jours, quoi. Alors, une fois qu'on vous aura frappé de cette façon, on aura fait avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, devinez quoi? Les gens vont dire, mais ce type-là, il est sérieux. Dans la lutte contre la corruption, il ne va pas blaguer. Et par conséquent, tout le monde va se mettre au garde-vous. Ils auront peur. Et il y aura un changement de mentalité. On va éduquer les gens pour qu'ils comprennent qu'il faut respecter les biens publics. Vous savez pourquoi je dis ça? Le Nigeria, c'est un pays qui est aussi très corrompu. Mais le président Buhari, depuis qu'il est arrivé là-bas, on a récupéré pratiquement par an près de 10 milliards de dollars par an dans la lutte contre la corruption. C'est possible que nous puissions le faire aussi ici. Et chaque année, d'augmenter le budget considérablement pour atteindre la vitesse de croisière que j'ai mentionnée d'à peu près 75 milliards de dollars par an. Le temps nous fait vraiment défaut, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'avant-dernière question pour mettre terme à notre édition, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas exploité également, mais il y a une grande question que les gens se posent aujourd'hui. Vous avez parlé de l'insécurité. Il y a 2 choses, questions majeures, de l'insécurité et la justice. Comment pensez-vous, comment vous pouvez pallier à ces grands problèmes et fléaux d'ailleurs de la République démocratique du Congo actuelle? En ce qui concerne la justice, ce qu'il nous faut, c'est déjà mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons beaucoup de gens qualifiés dans ce pays qui ont étudié le droit et qui peuvent lire le droit comme il se doit. Mais ces gens qui sont aussi dans le système sont très corrompus parce qu'ils sont très mal payés. La lutte contre la corruption dont j'ai parlé, l'augmentation des salaires pour atteindre le niveau de salaire minimum garanti permettra de mettre les gens en position de donner leur temps au service de l'État, d'avoir une récompense, une rémunération qui leur permet de vivre. Et aussi, ils seront concernés par la chicotte dont j'ai parlé. Quand on attrape quelqu'un et qu'on le sort de là, du tribunal ou, je ne sais pas, n'importe un clerc au niveau du système de justice qui ne fait pas son travail et qui est corrompu, on l'amène devant la barre, on juge cette personne, on l'envoie à Makala, il sort, il va subir le même sort, il ne peut plus travailler dans l'administration de la justice.
Ça va permettre au système d'être nettoyé. Mais entre-temps, ceux qui vont rester dans le système seront traités correctement avec des rémunérations conséquentes et ils vont se donner au service de l'État. Mais il faut prêcher par l'exemple. On mettra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le système de justice et on va donner cet exemple-là en disant, quand on vous attrape, ne soyez pas le premier. Parce que quand on va vous attraper, on va donner la leçon à tout le monde. L'insécurité maintenant. Ça, c'est un chapitre très important pour nous. On ne peut pas se développer dans un pays si on n'arrive pas à vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité au niveau du pays est entretenue. Le gouvernement a été incapable. C'est pour cela que je suis sidéré de voir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Shadari, candidat à la présidence de la République, quelqu'un qui était vice-premier ministre en charge de la sécurité et qui n'a pas pu protéger nos compatriotes quand on les a tués et on les a enterrés dans des fosses communes dans le Grand Kasaï. Et il est parti sur le lieu du crime après pour faire semblant de réconcilier les Kasaïens, alors que c'est lui-même qui devait être mis devant la barre. Quand il serait président de la République, nous allons faire l'inventaire de tous les éléments en uniforme, dans la police, les services de sécurité et aussi dans l'armée. Nous allons déterminer qui est qui dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. On va sortir des gens en fonction de leur passé. Ceux qui ont commis des crimes, qui ont été impliqués dans des actes d'exaction contre notre population vont être sortis de l'armée. Point de départ. Ceux qui n'ont pas d'aptitude physique pour faire le travail, qui n'ont pas eu de formation suffisante, on va les sortir de l'armée, de la police, du service de sécurité. Ceux qu'on peut récupérer parce qu'on ne va pas simplement fermer les yeux. Ceux qu'on peut récupérer à travers des programmes de formation additionnels, on va le faire. Et ceux qu'on ne peut pas récupérer, on va les orienter pour aller faire autre chose ailleurs. Une fois que nous avons fait cet inventaire-là, nous allons maintenant faire ce que j'appelle déterminer de combien de personnes on a besoin pour que le pays puisse avoir la paix, la sécurité assurée correctement. Si par exemple, au niveau de la police, nous avons 40 000 éléments en uniforme et qu'on a déterminé que nous avons besoin de 100 000 éléments en uniforme pour maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, on va procéder au recrutement de 60 000 additionnels. Mais ces 60 000 additionnels vont être recrutés d'où? Ils vont être recrutés parmi les jeunes gens qui ont une bonne formation, qui ont étudié, qui ont terminé l'université. Il y aura des critères très clairs. L'armée ne doit pas être un endroit où on envoie tous les bandits. L'armée doit être un endroit où les gens vont pour faire carrière. Des gens qui sont bien formés et qui sont capables d'avoir de la discipline et qu'on va discipliner, qu'on va éduquer comme il faut. Ils vont recevoir la formation adéquate et après avoir reçu la formation adéquate, on va pouvoir les déployer. Vous savez, nous sommes dans un pays où 85% de la population se trouve au chômage. Tous les jeunes qui sortent des universités, ils vont immédiatement au chômage. Au lieu qu'on fasse ça, on va les déployer dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, leur donner la formation qu'il faut, les payer correctement pour qu'ils puissent maintenir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça que nous allons rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national, mais surtout éduquer ces policiers, éduquer ces militaires, que le peuple congolais n'est pas leur ennemi. Éduquer ces gens pour qu'ils comprennent que leur travail, c'est de protéger la population. Je ne peux pas comprendre le cas de Rossi Chimanga, par exemple. Un citoyen congolais tué avec une balle dans le ventre, par qui? Une balle tirée par un policier congolais, avec l'arme publique, avec l'arme de l'État. C'est inadmissible. D'abord, je voudrais en profiter pour dire que l'État congolais doit pouvoir dédommager la famille de Rossi Chimanga. On doit les dédommager. Je suis allé rendre visite à cette famille, j'ai vu le fils de Rossi Chimanga, vous le regardez dans les yeux et vous sentez la souffrance. Quel genre de pays nous sommes devenus? Alors, toutes les familles qui ont été endeuillées de cette façon-là, à cause de la négligence de l'État ou bien à cause de la complaisance de l'État, il faut les dédommager. Il faut trouver un moyen de donner une bourse d'études à cet enfant pour qu'il puisse aller à l'école, grandir dignement et devenir un bon citoyen plutôt que de le laisser dans la rue pour qu'il devienne donc un délinquant demain. Donc voilà plus ou moins comment nous allons procéder pour arriver à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parce que le temps nous fait défaut, la dernière question pour mettre terme à notre édition. Question, je préfère Ezana Lingala. Pour ou contre machine à voter? Aujourd'hui, cette machine, Ozali ko pelisa moto na Kinshasa Mobimba et na ba Congolais partout au Bazali. Ozali pour ou contre la machine à voter? Nous devons comprendre que la machine à voter est diviser le peuple congolais. Dengo au lobby,
machine ango et pelissimoto namboka na biso. Personnellement, nakendaki na seni nazaki na ba expert qui m'avait accompagné là-bas, rencontré qui ba expert ya seni. Il nous avait fait la présentation à machine à voter. Tosengaki bango ba question mingi pour comprendre exactement machine ango ils ont fonctionné ndenge nini. Après avoir reçu toutes les réponses, on avait déterminé que la machine n'est pas réellement donc le problème. Elle divise les gens, mais elle n'est pas réellement le problème. Le problème, c'est l'homme congolais lui-même. La machine ne va pas tricher. S'il y a fraude, s'il y a tricherie, c'est l'homme congolais qui sera derrière la machine qui va faire toutes ces choses-là. Je voudrais aujourd'hui demander à tout le peuple, à tous les candidats à la présidence, que nous puissions constituer une équipe composée d'experts, des juristes pour analyser la question de la légalité de la machine, mais aussi des informaticiens pour examiner des questions de fonctionnalité de la machine. Cette équipe va aller confronter les experts de la CENI. Après rencontre en go, nous allons déterminer ensemble s'il faut aller, bien sûr, même à la dernière minute, c'est possible d'y arriver. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait la bonne volonté en tant que leader. Quand vous êtes leader, vous devez chercher des solutions aux problèmes et non pas créer des problèmes ou compliquer la situation. Moi, je veux qu'on travaille de façon constructive avec la CENI. C'est une institution citoyenne qui a un mandat à réaliser. Et nous voulons tous aller aux élections, n'est-ce pas? Mais pour aller aux élections, vous ne pouvez pas commencer et continuer à tirer sur l'institution du matin au soir sans jamais trouver donc de repli. Le repli que je propose, c'est cette rencontre-là entre les experts de la CENI et nous, les leaders de l'opposition. Si nous arrivons à convaincre la CENI que ce qu'ils font n'est pas correct et que la machine pose des risques sérieux de fraude et de tricherie, bon, en ce moment-là, on devra, de façon concertée, rejeter la machine. Et si on ne peut pas le faire, si on ne peut pas arriver à cette conclusion, si la CENI arrive à nous convaincre que la machine ne pose pas autant de risques, en ce moment-là, nous pourrons aller aux élections, mais en retenant certaines conditions, en disant que si on retient la machine, voici les fonctions qui doivent être activées et voici les fonctions qui doivent être désactivées. Celles qui doivent être activées, comme la CENI l'a dit jusqu'à présent, doivent être simplement la fonction d'imprimante pour qu'on utilise la machine pour imprimer les bulletins et ça s'arrête là. Mais d'autres fonctions telles que la transmission des données, des choses de ce genre-là, si on estime que c'est là que se trouve le risque de fraude ou bien de tricherie, en ce moment-là, on devra convaincre la CENI à les mettre de côté, à les désactiver. On devra cocher alors un procès verbal des discussions avec la CENI pour dire si la machine reste, voici les conditions d'utilisation, voici les fonctions qui seront retenues, voici les fonctions qui seront désactivées. Et si jamais vous violez cela, quelles sont les conséquences? Le processus électoral sera déclaré non valable ou ainsi de suite. Donc moi je pense que c'est de cette façon-là que nous devrons donc aller de l'avant. Mais juste tout rejeter, moi je pense que ce n'est pas responsable. Merci, c'est par ici que nous mettons terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi sur Congo Web Télévision, également sur visionplustv.com partout au monde. Merci, mesdames et messieurs. À monsieur Noël Tiani, vous avez quelque chose à dire en dernier lieu? Oui, je voudrais surtout vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Et je voudrais rappeler aux gens que je m'appelle Dr Noël Tiani. Moi, je suis candidat numéro 15. Je vais tenir un meeting populaire le 17 novembre 2018 au stade Tata Raphaël. Tout le peuple congolais est invité. On a entendu M. Chadari qui est allé là-bas et qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet de société. Venez maintenant entendre nous autres de l'opposition ce que nous avons comme vision pour notre pays et l'entrée sera gratuite. Débrouillez-vous pour arriver au stade. Venez très tôt matin à partir donc de 9h, remplissez le stade et nous allons vous présenter la vision pour transformer la RDC, passer d'un pays pauvre aujourd'hui, sous-développé, pour qu'on devienne pays émergent en l'espace de 15 ans. Donc tout le peuple congolais est invité le 17 novembre 2018 au stade Tata Raphaël dans un meeting populaire. Je vous remercie. Je vous en prie, merci monsieur Dr Tiani, et Noël Tiani plutôt. Tiani, hein? Tiani. Voilà. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition. Merci à tout le Congolais. Tokutani Bongo prochainement pour une édition Moussousou Yako Sembola Bongo, ba question d'actualité. Allez-y comprendre que les Aki Bongo, Dr Noël
Tiani, il y a des symbole qui va question d'actualité. Donc, on prochainement pour une édition Moussousou. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vue. Au revoir.